suite, partons à l'assaut des assos. L'assaut des assos, l'émission qui donne la parole à vos associations. C'est maintenant sur Aki FM. Bonjour à toutes et à tous, Aurélie avec vous pour votre émission à l'assaut des assos. Aujourd'hui, nous recevons l'association SAID in France et nous parlerons d'une maladie méconnue, le syndrome d'Ehlers-Danlos. Marie-Élise Noël, sa présidente, est avec nous pour nous présenter l'association et ses actions. Marie-Élise, bonjour. Vous êtes la présidente de SAID in France, mais alors tout d'abord, le SAID, le syndrome d'Ehlers-Danlos, qu'est-ce que c'est ? Bonjour, merci de m'accueillir sur vos ondes déjà dans un premier temps. Alors le syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est une pathologie effectivement très méconnue, c'est une maladie héréditaire, génétique du tissu conjonctif. Et le tissu conjonctif, il constitue 80% de notre corps. C'est-à-dire que tout le corps des patients est atteint par cette pathologie puisque le tissu conjonctif est altéré et qu'il sert à transmettre les informations données par le corps jusqu'au cerveau. Cela occasionne des symptômes parfois très invalidants, de la douleur chronique, de la douleur aiguë avec des blessures importantes, des entorses fréquentes, des subluxations, parfois des luxations, des déchirures musculaires, une fatigue chronique intense du fait de la douleur permanente, mais également de mécanismes encore inconnus, et puis des atteintes organiques puisque le tissu conjonctif est partout autour des organes, donc cela occasionne des troubles gynécologiques, urovésicaux, des troubles fonctionnels neurologiques. C'est un domaine vraiment très vaste et malheureusement méconnu car certains symptômes peuvent passer inaperçus car courants dans la population générale. Pour résumer, en théorie, le syndrome d'Ehlers-Danlos se repose sur une triade, une hyperlaxité ligamentaire, c'est-à-dire une souplesse excessive, et surtout une fragilité tissulaire et des troubles de proprioception. Qui est affecté par cette maladie ? Combien de personnes sont concernées ? Alors, c'est encore en l'étude tout cela au niveau représentation, prévalence de la pathologie, puisqu'il y a des discussions. Certains critères de diagnostic du type de SAID le plus fréquent ont été revus en 2017, ce qui fait que les études épidémiologiques doivent reposer sur ces nouveaux critères, et donc il faut du temps pour faire ces études et beaucoup d'argent. À l'heure actuelle, certains médecins disent qu'il y aurait 12 000 patients SAID en France. Or, selon certaines perspectives, nous serions plutôt sur 300 000 à 500 000 Français qui pourraient être touchés par cette pathologie et qui pourraient développer des symptômes apparents de syndrome d'Ehlers-Danlos. Étant donné qu'on part du principe que cela touche les hypermobiles, il y a déjà 10% minimum de la population caucasienne qui est à l'hypermobilité, et dans ces 10% eux-mêmes pourraient être atteints d'un syndrome d'Ehlers-Danlos. Donc on est vraiment sur en fait une population très large de 300 000 à 500 000 Français qui sont peut-être atteints d'une pathologie possiblement invalidante, évolutive, qui peut évoluer positivement comme négativement, mais qui ne le savent pas par méconnaissance de la pathologie par les médecins, parce que cette pathologie est réputée rare. De plus, cette pathologie touche majoritairement les femmes, à 85%. Ce sont les femmes. Il y aurait une dynamique hormonale qui serait en jeu, mais qui pour l'instant est à l'étude. C'est-à-dire que la pathologie pourrait se développer plus favorablement au moment de la puberté féminine, au moment des grossesses ou au moment de la ménopause. Et donc tout cela est à l'étude pour essayer de comprendre tous les mécanismes, mais c'est très important de bien comprendre ces éléments pour pouvoir être plus attentif au diagnostic de cette pathologie, puisqu'il y a un retard de diagnostic très important de 30 ans chez les femmes et de 20 ans chez les hommes. Alors, on perçoit que le statut de cette pathologie est particulier. Dans ce contexte, comment l'association SAID in France a-t-elle vu le jour ? Alors, l'association SAID in France
Elle est née d'un aboutissement en fait d'un projet qui avait déjà commencé en 2016, c'est-à-dire qu'en 2016 nous avons créé un petit groupe normand de discussion entre personnes atteintes de la pathologie. Et puis, de fil en aiguille, ayant appris sur la pathologie, ayant voulu m'investir plus, le groupe a pris de l'ampleur et puis nous avons décidé de nous lancer plus important sur l'information, la sensibilisation et la reconnaissance des syndromes d'Ehlers-Danlos. Donc l'association a été créée en avril 2018 dans ce but-là. Quelles sont les compétences que votre association peut apporter à ses adhérents et aux malades ? Alors, donc moi-même déjà en tant que présidente, je suis orthophoniste en invalidité, mais ma formation de paramédicale fait que j'ai des compétences particulières au niveau de la compréhension et de la vulgarisation des articles médicaux, au niveau de la vulgarisation des propos des médecins, des connaissances internationales, ce qui permet une meilleure compréhension des patients qui seraient informés par l'association. De plus, nous bénéficions d'un vice-président, Arnaud Koutable-Gourou, qui est assistant social en invalidité et qui met ses compétences professionnelles à disposition des adhérents et des non-adhérents, et donc qui conseille, répond aux questions, et pour les adhérents qui les accompagnent dans le montage de leur dossier, dans la préparation de leurs entretiens avec éventuellement les services de la MDPH ou de la médecine du travail ou voilà ce genre d'administration. Nous avons également la présence de Monsieur Benoît Bonneté, qui est ma sœur kinésithérapeute, et entre autres mon mari, qui a donc des connaissances particulières, autant professionnelles que personnelles, sur l'impact des syndromes d'Ehlers-Danlos, et donc qui est à disposition des professionnels kinésithérapeutes et ostéopathes pour répondre à leurs questions et les accompagner dans la compréhension de la pathologie. Donc, 2 d'entre nous sommes membres du GERSED, groupe d'études et de recherche sur les syndromes d'Ehlers-Danlos, puisque nous sommes professionnels paramédicaux et que ce groupe d'études regroupe justement les médicaux et paramédicaux qui s'intéressent à ces syndromes. De plus, nous avons des bénévoles qui ont des compétences particulières, soit en droit, c'est-à-dire des juristes, des personnes qui travaillent au sein du ministère de la Santé, donc qui peuvent nous aider à comprendre des textes légaux, et puis d'autres personnes qui ont des compétences en management de l'association, on va dire, ou voilà, ce genre de choses. Notre désir est vraiment de mettre à disposition un maximum d'informations fiables et sourcées pour les patients, mais également pour les professionnels, afin que la connaissance de la pathologie soit vraiment précise et adaptée. L'association SAID in France, sur quel territoire elle agit ? SAID in France est finalement une association nationale. Notre siège est en Normandie sur Caen, mais nous avons à l'heure actuelle 3 antennes, une à Cherbourg dans la Manche, une sur la région parisienne et une en Gironde. Ensuite, nos actions font qu'en fait notre rayonnement est vraiment national. Nous avons maintenant 400 adhérents sur tout le territoire français. Et alors, donc, on le voit, beaucoup d'adhérents, des compétences, une répartition sur tout le territoire. Quelles sont les actions de SAID in France ? Alors, étant donné que nos adhérents sont plutôt répartis vraiment sur tout le territoire, on essaye justement d'être à proximité d'eux. Nous avons mis en place, grâce aux outils d'Internet, des réunions virtuelles, soit entre adhérents, soit ouverts à tous pour de l'information et de la sensibilisation. Nous avons également un groupe Facebook privé pour échanger, informer, répondre aux questions, pouvoir entre adhérents, entre personnes atteintes de la pathologie, se soutenir, échanger des trucs et astuces. Nous avons un site internet qui est très actif avec une newsletter destinée au grand public, mais également une newsletter pour les professionnels de santé qui le souhaiteraient,
Et donc, nous mettons à disposition des articles scientifiques et des articles de vulgarisation. Nous les mettons à disposition des professionnels de santé comme de nos adhérents ou du grand public. Enfin, nous essayons de sensibiliser les médias ou en tout cas le grand public à l'existence de cette pathologie qui est encore méconnue et sous-diagnostiquée. Et nous essayons d'avoir des actions un petit peu plus politiques pour faire améliorer les conditions de diagnostic et l'errance thérapeutique qui sont en lien avec ces pathologies. Une pathologie donc complexe et mal connue ou reconnue. Ce que je vous propose, Marie-Élise, c'est de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Aurélie avec vous sur Aki FM pour la deuxième partie de votre émission À l'assaut des assos. Nous retrouvons notre invitée Marie-Élise Noël, présidente de l'association SAID in France. Dans la première partie de l'émission, donc on a vu ce qu'était le syndrome d'Ehlers-Danlos, comment était née l'association ainsi que ses compétences. Alors à présent, parlons de l'engagement de l'association pour une meilleure prise en charge des patients. À ce jour, qu'est-ce qui pose problème ? En juin dernier, un protocole national de diagnostic et de soins, donc qu'on appelle un PNDS, qui concerne les SAID non vasculaires. Il y a différents types de SAID, donc je dois résumer. Ce protocole national de diagnostic et de soins a été publié et il est censé définir les règles de diagnostic et de prise en charge de la pathologie. Or, ce protocole ne recommande pas certains traitements qui sont pourtant utilisés à l'international et qui sont surtout utilisés par des médecins d'une association depuis plusieurs années et avec un retour extrêmement positif des patients. C'est-à-dire que des études observationnelles ont été menées qui ont montré l'effet positif de ces traitements. Mais effectivement, faute de moyens, faute d'équipes de recherche, aucune étude précise, ce qu'on appelle les études, vous savez, contre groupe contrôle, n'ont été menées. Donc en fait, on est dans la même situation que pour la Covid-19. Nous sommes dans une pathologie où la société de santé demande à ce que des preuves soient effectuées pour justifier de l'efficacité de ces traitements. Or, nous sommes dans une pathologie dite rare, qui a donc peu de moyens, peu d'équipes de recherche qui s'occupent de cette pathologie, et il est impossible de mener des études sur l'efficacité de ces traitements. D'ailleurs, Madame Agnès Buzyn, en novembre 2009, lors des rencontres rares, rappelait bien qu'il fallait prendre en considération ces difficultés de présumer d'un rapport bénéfice-risque favorable du fait de l'insuffisance des données disponibles pour une maladie rare. Et là, nous nous retrouvons avec un protocole national de diagnostic et de soins qui ne recommande pas certains traitements qui sont pourtant utilisés par les patients depuis plusieurs années, qui leur apportent un bénéfice considérable et qui leur permettent de gagner en qualité de vie. De ce fait, la sécurité sociale demande à ce que ces traitements que le remboursement de ces traitements ne soit plus toléré, et donc les patients vont devoir s'équiper eux-mêmes d'oxygénothérapie par exemple, donc acheter un appareil ou alors régler eux-mêmes les frais de leur traitement qui leur permet d'avoir moins de spasticité musculaire, moins de douleur et de mener une vie à peu près normale ou en tout cas moins invalidante. De ce fait, c'est une réelle perte de chance pour les patients puisque la plupart sont quand même en invalidité ou dans des situations précaires, au chômage, en impossibilité de travailler et se retrouvent à devoir régler des traitements dont ils n'ont pas les moyens. De plus, les médecins doivent porter la responsabilité de cette prescription puisque ce sont des prescriptions hors autorisation de mise sur le marché et ce protocole indique que ces traitements ne sont pas recommandés. C'est-à-dire les médecins qui ne connaissent pas la pathologie ne vont même pas les proposer aux patients de ce fait. Donc c'est vraiment tout un ensemble de conditions qui ne sont absolument plus réunies pour un soin adapté de ces patients. Que préconise SAID in France face à ce constat ?
Nous souhaitons alerter les politiques et les autorités compétentes sur cette perte de chance. Nous souhaitons que le diagnostic soit favorisé. À l'heure actuelle, il est imposé aux patients de valider ou de poser ce diagnostic en centre de référence ou de compétences maladies rares. Or, ces centres sont rares, inégalement répartis sur le territoire et inégalement compétents vis-à-vis de la pathologie. De plus, ces centres sont là pour poser un diagnostic et non établir une prise en charge. Nous souhaitons que ces centres soient plus homogènes sur le territoire, bien plus nombreux, et surtout que certains médecins en dehors de ces centres de compétences puissent poser les diagnostics sans que ceux-ci soient remis en cause, soit par les médecins conseils des CPAM, soit par d'autres médecins. Parce qu'à l'heure actuelle, les patients subissent une réelle maltraitance en fonction du lieu de diagnostic de leur pathologie, ce qui est absolument absurde étant donné que les critères ont été harmonisés pour ce diagnostic. Donc nous souhaitons déjà cela au niveau de l'harmonisation du diagnostic. Nous souhaitons également que nous développions des autorisations temporaires pour certains traitements. Il est prévu des études sur le territoire, notamment par rapport à l'oxygénothérapie, en lien avec les centres de référence maladies rares. Cette étude est déjà sur les rails. Il va bien falloir du temps, malheureusement, pour recruter, pour que cela amène des résultats. Mais nous souhaitons qu'en attendant, une autorisation temporaire de remboursement soit accordée puisque l'efficacité de ce traitement a déjà été mise en évidence par des études observationnelles. D'autres traitements également pourraient bénéficier d'une autorisation temporaire étant donné qu'ils sont utilisés dans d'autres pathologies sans aucun problème de risque et avec un bénéfice avéré. Nous souhaitons également que les sociétés savantes, telles que la médecine interne, la médecine de la douleur, se penchent sur les troubles du spectre de l'hypermobilité. C'est-à-dire que, afin de favoriser la recherche génétique, les critères qui ont été définis en 2017 ont réduit les critères diagnostiques de cette pathologie. Donc de nombreux patients, on est à 80% des patients qui avant étaient diagnostiqués syndrome d'Ehlers-Danlos, se retrouvent dans une pathologie qui s'appelle les troubles du spectre de l'hypermobilité, pathologie qui est bien sûr inconnue des médecins, puisque c'est une nouvelle appellation créée en 2017 par un petit consortium d'une maladie rare. Cette pathologie est très invalidante, toucherait donc 10% de la population générale, puisque je rappelle que 10% de la population générale aurait une hypermobilité symptomatique et serait donc accompagnée de troubles autres, troubles digestifs, troubles vésicaux, fatigue chronique, etc. Nous souhaitons que les sociétés savantes se penchent sur ces pathologies, les troubles du spectre de l'hypermobilité, et définissent des règles de prise en charge identiques à celles du syndrome d'Ehlers-Danlos. Parce qu'à l'international, il est bien reconnu que ces deux pathologies sont vraiment sur un spectre infime et que la frontière entre les deux pathologies est extrêmement arbitraire et fine. Voilà, donc à ce niveau-là, nous commençons les contacts médiatiques pour faire parler notre pathologie, sensibiliser à nos problématiques et à la publication de ce protocole. Nous souhaitons alerter les politiques et notamment travailler avec la HAS pour essayer d'améliorer, notamment au niveau des autorisations temporaires et également peut-être favoriser la révision de ce protocole national de diagnostic et de soins qui, à l'heure actuelle, est une perte de chance pour les patients Ehlers-Danlos et présentant un trouble du spectre de l'hypermobilité. Et alors, dans ce contexte, l'association soutient la recherche. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, SADIN France est une association qui est impliquée dans la recherche clinique sur les syndromes d'Ehlers-Danlos et les troubles du spectre de l'hypermobilité. Dans ce cadre, nous avons plusieurs actions. D'une, nous soutenons donc le groupe d'études et de recherche sur les syndromes d'Ehlers-Danlos, le GERSED, de par notre action personnel et de plus nous soutenons financièrement et au niveau logistique la recherche Vitalicet qui a lieu en Basse-Normandie qui implique l'Institut Comet de l'INSERM
Et cette recherche est soutenue par des fonds européens et par l'entreprise Novatex Medical. Et nous essayons de montrer les bénéfices de la suppléance par les vêtements compressifs et de la rééducation chez le kinésithérapeute, la rééducation proprioceptive, dans l'amélioration des personnes présentant un SED hypermobile ou une hypermobilité généralisée. Voilà. Notre association est très impliquée dans cette étude parce que c'est une étude finalement à rayonnement international unique parce que c'est la première qui ne porte pas uniquement sur le bénéfice des vêtements compressifs, mais qui rentre dans le détail de la proprioception et de l'impact des troubles somesthésiques sur ces pathologies, et ça peut en plus rayonner sur d'autres pathologies telles que Alzheimer, Parkinson ou même encore bien d'autres domaines. Donc nous sommes vraiment très soutenants face à cette étude, cette recherche clinique. Les auditeurs qui le souhaitent peuvent bien entendu aider la recherche et SED in France tout en bénéficiant donc d'avantages fiscaux. Oui, effectivement, l'association est reconnue d'intérêt général, donc tout don, toute adhésion bénéficie d'un reçu fiscal pour avoir des avantages. Si on souhaite vous soutenir, vous rejoindre ou vous joindre, comment est-ce qu'on vous retrouve sur Internet ? Donc Marie-Élise, l'association SED in France, comment est-ce qu'on peut la joindre ou la rejoindre ? Alors, nous avons un site internet facilement accessible sur l'adresse sedinfrance.org. Donc, sedinfrance tout collé. Hein. Vous avez éventuellement une page de formulaire de contact si vous souhaitez nous envoyer un petit message. Sinon, il y a une page dédiée à l'adhésion ou au don pour ceux qui souhaitent soutenir nos actions. Nous avons également la page Facebook, pareil, vous la trouvez avec le nom SED in France assez facilement, ainsi qu'une adresse mail contact@sedinfrance.org. Nous répondons aux mails dès que possible et nous sommes très désireux d'avoir des personnes qui nous rejoignent dans nos rangs, tant en tant qu'adhérents qu'en tant que professionnels ou en tant que bénévoles pour nous aider et nous soutenir dans nos actions. Et alors, Marie-Élise, à qui s'adresse cette documentation présente sur votre site ? À tout le monde. C'est-à-dire que le maximum d'informations est donné en libre accès. Nous avons un espace documentation avec énormément de documents en libre accès, donc soit pour les professionnels, soit pour les enseignants qui souhaiteraient se renseigner sur la pathologie. Pour le tout public, nous avons des pages simplifiées qui expliquent de façon détailler, mais pas trop, les symptômes, les signes d'appel, les différentes prises en charge possibles, les différents soins qui peuvent être mis en place. Et donc, tout public peut venir se renseigner sur le site Internet pour avoir des informations et demander ensuite des compléments éventuellement à l'association ou aller fouiner un petit peu dans les actualités pour avoir des détails sur, par exemple, la gestion de la douleur, la gestion de la fatigue, comment gérer des subluxations, luxations, ou trouver un livret à destination des enseignants de collège, lycée, ou même au niveau des universités pour pouvoir mettre en place des aménagements. Merci Marie-Élise pour toutes ces précisions. On le rappelle une dernière fois, on peut retrouver toutes les informations sur votre site www.sedinfrance.org. SED in France, c'est SEDINFRANCE. C'était Marie-Élise Noël, présidente de l'association SED in France. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi notre émission. À l'assaut des assos, c'est le jeudi à 10h, rediffusion le samedi à 18h30. C'est à retrouver sur Aki FM le 98.0 ou sur notre site akifm.fr. Je vous souhaite une agréable journée sur les ondes d'Aki FM. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. À l'assaut des assos, c'est fini pour aujourd'hui.
sur Aki FM.